Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le numéro 1, Burundi a blessé les Burundais dans leur amour propre en se moquant ouvertement de leur situation. En effet, au moment où Evariste Ndayishimiye confesse qu'aucun Burundais ne peut prétendre manquer de quoi manger, dans diverses provinces du pays, la population continue d'alerter sur une probable famine. Les activités commerciales revendiquées par le chef de l'État au cours de sa récente conférence de presse constituent une violation de la Constitution du Burundi. Dans ce journal, vous entendrez la réaction d'un homme de droit qui explique que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Dans ce journal, nous ferons également un tour en province de Bubanza pour vous parler des conséquences qui continuent à se manifester suite à la pénurie du carburant. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, sécurité pour commencer. Des préparatifs visant la réintégration des Imbonerakure de Bubanza dans la force de réserve et d'appui au développement FRA dans sigle vont bon train. À en croire certains de ces Imbonerakure, il leur aurait été révélé qu'ils pourront être envoyés en République démocratique du Congo dans le contingent des militaires burundais qui fera partie de l'armée de la région de l'Afrique de l'Est qui va être déployée en RDC pour combattre les groupes armés opérant dans ce pays. À part les formations paramilitaires qu'ils ont reçues, certains ont même déjà bénéficié de fusils. Suivez le témoignage de l'un de ces Imbonerakure. On nous convoque souvent en fait d'après-midi. Ceux de Mousséni, Muzinda et Bubanza se rencontrent à Gihanga, plus précisément à la première avenue. Les Imbonerakure de toutes les communes de la province de Bubanza, sauf ceux de la commune Musigati, qui ont été chargés de surveiller la forêt de la Kibira, patrouillent le long des rives de la rivière Rusizi et sur la route qui mène à Nyamitanga. On se partage les périmètres à surveiller. Donc, une partie s'occupe du tronçon Rusizi-Nyamitanga, une autre Rusizi-Kagwema, ou alors Rusizi-Gihororo et Rusizi-Kidobe. Ce sont là les principales postes frontières que nous occupons. Au fait, on passe la nuit là-bas. Toutes les patrouilles commencent par une réunion qui débute à 21h. Après nous être restaurés, chacun regagne son poste d'attache. Certains d'entre nous ont déjà reçu des armes et des tenues militaires, mais la majorité d'entre nous patrouillent avec des armes blanches, comme les couteaux, les machettes et les gourdins. On nous a même distribué les bottines et les imperméables pour vous dire que bientôt nous nous rendrons en République démocratique du Congo pour prêter main forte à nos militaires partis pour chasser l'ennemi. On a déjà commencé les préparatifs car les formations sont déjà terminées. La formation s'est déroulée à Gihungwe, une localité située sur la colline Murama. Ceux qui ont été choisis ont bénéficié des fusils et des tenues militaires, telles les bottines et les imperméables. Au fait, chaque équipe de 10 Imbonerakure a eu 2 fusils et on nous a promis de nous réapprovisionner en armes quand il sera temps d'aller en RDC. Dans notre promotion, on est à 340 Imbonerakure à avoir bénéficié de cette formation. En page politique, il n'y a aucun engagement du président à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. C'est le point de vue du mouvement Red Tabara en réaction aux propos du président Evariste Ndayishimiye. En effet, lors d'une conférence de presse animée le 10 mai 2022, à la question d'un journaliste de savoir s'il accorderait le dialogue à Red Tabara et au FNL, si ceux-ci décidaient à rentrer, Evariste Ndayishimiye a répondu que cela fait partie du rôle de l'État, car selon lui, je cite, que ce soit un combattant du Red Tabara ou je ne sais quoi d'autre, le rôle du gouvernement est d'écouter constamment les enfants du pays et de trouver une solution à tous les problèmes qu'ils lui soumettent. Fin de citation. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le mouvement Red Tabara rappelle qu'il a pris les armes parce que le régime du CNDD-FDD a confisqué le droit du peuple de se choisir librement ses dirigeants à travers des élections crédibles au regard des standards internationaux. Ainsi donc, le Red Tabara invite le président Ndayishimiye à négocier les termes et conditions de telles élections pour en finir avec les mascarades
mascarade électorale. La raison de notre combat est bien clarifiée et la réponse à y apporter doit être aussi claire et limpide, a déclaré le mouvement Red Tabara dans son communiqué politique toujours. Les activités commerciales revendiquées par le chef de l'État au cours de sa récente conférence de presse constituent une violation de la Constitution du Burundi. Réaction de Maître Dieudonné Bachila-Richidze qui explique que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Maître Dieudonné Bachila-Richidze ajoute que le chef de l'État bénéficie déjà d'un montant gigantesque alloué à l'accomplissement des fonctions publiques. Suivez Maître Dieudonné Bachila-Richidze, homme de droit burundais. Nous avons suivi l'intervention du chef de l'État lorsqu'il essayait d'inciter les Burundais à entreprendre et à être innovants. Certes, dans ces projets, il y avait des innovations, l'agro-business, avec même des projets un peu étonnants. Et dans son discours, il parlait notamment des proformas et de projets d'importation des produits agro-pastoral. Pourtant, les articles 94, 96 et 101 de la Constitution disposent que la fonction du chef de l'État est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Ceci est d'autant plus compréhensible, le chef de l'État est nanti des moyens suffisants pour mettre en application le programme politique qu'il a présenté au public. Dans la loi portant budget, qui est en cours d'exécution cette année, la présidence de la République s'est vue attribuer un montant colossal de plus de 45 milliards. Ce montant est plus important que les budgets de 3 ministères réunis. En l'occurrence, c'est le ministère du Commerce qui n'a que 10 milliards, le ministère de la Fonction publique qui n'a qu'autour de 6 milliards et le ministère de la Solidarité et des Droits de l'Homme qui vacille autour de 17 milliards. Le chef de l'État donc est mieux payé, il a des avantages énormes en termes d'intendance, en termes d'indemnité. Il n'a pas besoin de s'occuper d'autres fonctions pour pouvoir vivre dignement et même dans l'opulence. Vous comprenez que quelqu'un qui gère 45 milliards, même s'il y a une partie qui est dévolue au salaire et autres services, lorsqu'il s'agit de compétition au sujet d'un marché public, il ne peut pas se mesurer avec une personne qui a du mal à se payer le loyer, qui a du mal à envoyer un enfant à l'école. Le match serait perdu d'avance et l'influence même politique gâcherait toutes les règles du jeu. C'est pourquoi dans tous les pays, il y a des lois sur les incompatibilités des fonctions publiques avec d'autres professions. Maître Dieudonné Bachila-Richidze indique également que sous d'autres cieux où règne la démocratie, le pouvoir législatif devrait amorcer des enquêtes sur ces activités commerciales du chef de l'État, des enquêtes pouvant aboutir à la démission de ce dernier. Encore une fois, Maître Dieudonné Bachila-Richidze. Ceci prouve encore à suffisance que le Burundi n'est pas encore en état de droit et que les lois sont certes votées, quelquefois elles sont même de bonnes lois qui ont prévu de bonnes choses, prévu une bonne réglementation de la société, mais la mise en application reste très problématique, voire même au sommet de l'État. Ceux qui devraient prêcher par le bon exemple deviennent les premiers à violer la loi. Ce n'est pas normal qu'un chef de l'État passe le temps à travailler sur son business personnel, les champs disséminés ici et là, le commerce de tel ou tel autre produit, alors que les Burundais attendent plutôt la personne qui va agir en coordonnant les institutions de la République pour réduire la pauvreté, pour réduire le chômage, pour aider les Burundais à quitter cette misère qui se prolonge dans le temps. Donc, si c'était dans un pays véritablement démocratique, l'Assemblée nationale devrait se saisir de ce cas, enquêter profondément et, le cas échéant, enclencher des procédures pouvant même arriver à juger le chef de l'État ou à le démettre de ses fonctions parce que ce n'est pas normal que quelqu'un avoue publiquement qu'il est en train de violer la loi en se consacrant à des intérêts personnels au lieu de coordonner et de mettre en application un projet politique visant à aider l'ensemble de la population qui se sacrifie à travers les impôts pour pouvoir lui octroyer tous les moyens dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Et puis les raisons données par le président Évariste Ndayishimiye sur la détention du docteur Christophe Sahabo qui est poursuivi pour détournement des fonds publics investis à l'hôpital Kira sont contraires à ce que stipule la loi qui régit la création des entreprises d'ordre commercial. Explication d'un Burundais qui suit de près le système
d'actionnariat qui indique que le gouvernement burundais, un des actionnaires de l'hôpital Kira, ne peut pas avouer qu'il a lui aussi enregistré des pertes. Suivez. Si des investisseurs se mettent ensemble, ils se concertent sur les actions que chacun va apporter. À ce moment, ils se concertent aussi sur les bénéfices que chacun va gagner ou bien ce que chacun va apporter pour éviter que l'investissement tombe en faillite. Dire que le gouvernement est allé enquêter ou chercher sa part d'actionnariat pour voir s'il serait majoritaire ou non, au fait, c'est insensé car ce genre d'action ne peut pas se faire en une année. Ici, il faut comprendre que les actions ne changent pas d'année en année. Ce sont des conventions préétablies à la création de l'entreprise, ce qui fait que l'investissement initial reste le même au fil des années. L'investissement actuel est le même que celui de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Les actions peuvent croître au cas où un des actionnaires se retire et par là, les actionnaires restants peuvent monter en action car ils vont réinvestir. Le contraire peut aussi se produire quand les actionnaires constatent qu'ils ont besoin d'autres investissements et décident d'ouvrir les portes à d'autres investisseurs. Dans ce cas de figure, les actions des anciens investisseurs vont cette fois-ci diminuer. Ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement veut s'enquérir de la situation actuelle de ces actions, il doit convoquer une réunion de tous les actionnaires et par là signaler sa crainte d'avoir été dupé. Et à ce moment, tous les actionnaires ont le devoir de consulter les conventions qu'ils avaient préétablies avant l'ouverture de l'entreprise. Ce n'est pas donc au directeur général de répondre de cela. Au regard du poste occupé par le Dr Sahabo, cet intervenant dit qu'au cas où il ne serait pas parmi les actionnaires, il ne peut donc en aucun cas être concerné par les bénéfices tirés dans le fonctionnement de l'hôpital. Et ce Burundais de signaler que pour vérifier s'il n'a pas eu de mauvaise gestion, la tâche revient aux actionnaires d'engager des experts dans ce domaine, une action qui se fait uniquement après consentement de tous les actionnaires. Le directeur général gère le capital qui lui a été confié. Ça peut être une maison, les ressources humaines, des matériels ou autre chose nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. À la fin de l'année, il donne le rapport aux actionnaires en montrant aussi les bénéfices gagnés et c'est aux actionnaires de décider l'utilisation des bénéfices. Les actionnaires peuvent partager les bénéfices ou bien peuvent décider d'augmenter le capital. Le directeur général ne peut pas décider de l'usage de ces fonds et d'ailleurs, il ne sait même pas ce que les actionnaires vont décider d'en faire. Lui, il est là comme un fonctionnaire, sauf s'il fait partie des actionnaires lui aussi. Et pour faire le contrôle des fonds dépensés ou gagnés, ce n'est pas n'importe qui le fait. C'est un travail de ceux qu'on appelle les auditeurs. Ce sont ces derniers qui contrôlent s'il n'y a pas eu de magouille dans la gestion de l'entreprise. Autre chose, nous les citoyens ne devrions-nous pas connaître l'évolution des investissements du gouvernement par année? Ces audits ne devraient pas être faits par des experts chaque année pour que le gouvernement nous informe des bénéfices que le pays a tirés de ces investissements et comme ça, nous serons au courant de ce à quoi l'argent du pays a été utilisé. Rappelons que le Dr Sahabo totalise aujourd'hui 43 jours de détention au sein de la documentation burundaise qui dépend directement de la présidence. Une détention jugée illégale car entachée de pas mal d'irrégularités. Différentes sources de la RPA ont montré que l'arrestation et l'orientation de l'emprisonnement du Dr Sahabo a été commanditée par le bureau de la présidence. Au cours de la récente conférence de presse, le président Ndayishimiye a dit être au courant de l'emprisonnement du Dr Sahabo tout en affirmant qu'il la cautionne car des enquêtes ont montré qu'il a mal géré des fonds publics. Et puis le pouvoir judiciaire a failli à sa mission de protéger les intérêts du pays et du peuple du fait qu'il ne s'est pas encore saisi de l'affaire du détournement d'une somme de 54 milliards de francs burundais destinée à la construction du barrage hydroélectrique d'Omanda. Analyse faite par un expert en droit, Maître Janvier Bigilimana précise que le pouvoir législatif n'a pas aussi joué son rôle car il devrait avoir établi une commission qui mènerait des enquêtes sur ce dossier de détournement de fonds publics. Suivez Maître Janvier Bigilimana. Dans une société démocratique où les pouvoirs jouent effectivement leur rôle,
il y a plusieurs actions qui pouvaient être menées qui ne l'ont pas été. C'est le cas du pouvoir judiciaire qui reste inerte malgré les déclarations graves qui ont été faites par le président de la République, comme quoi une somme d'environ 54 milliards de francs burundais avait été détournée. Dès cette annonce, le ministère public et plus particulièrement le procureur général ou les institutions de lutte contre la corruption devaient s'autosaisir et mener des poursuites pénales à l'encontre des présumés auteurs en vertu des enquêtes qui devaient être menées de manière indépendante. Mais jusqu'ici, alors que ce même pouvoir judiciaire continue à poursuivre généralement des opposants ou de gens qui sont accusés de petites corruptions, nous constatons que pour les corruptions qui font que le pays s'appauvrisse davantage, ce même pouvoir judiciaire ne fait rien. Quant au pouvoir législatif, nous avons une Assemblée nationale qui est paralysée lorsqu'il est question de faire le contrôle de l'action gouvernementale, parce que c'est pas normal que l'Assemblée nationale qui est censée représenter la population entende de faits tellement graves comme ceux de détournement de 54 milliards de francs burundais et que ce Parlement ne fasse rien. Il était possible, par exemple, que le ministre des Finances ou le ministre en charge des travaux publics soit convoqué pour justement se justifier à propos de ces faits accablants. Mais nous constatons malheureusement que l'Assemblée nationale n'a rien fait. Et ce juriste doit s'étonner de voir que même du côté du pouvoir exécutif, le président de la République du Burundi ne s'est pas gêné pour gratifier les présumés auteurs de ce détournement. Il déplore aussi que les trois pouvoirs de l'État ne soient pas indépendants pour accomplir leur mission, ce qui fait que les dirigeants continuent à piller le pays sans s'inquiéter de rien. Encore une fois, Maître Janvier Bigiliman. Un autre pouvoir qui devait agir, c'est bel et bien le pouvoir exécutif. Il pouvait agir en collaboration avec le pouvoir judiciaire pour que des enquêtes sérieuses, indépendantes et rapides soient menées, mais nous constatons que rien n'a été fait. Et par contre, le président de la République, qui se lamente que son montant a été détourné, avait donné un prix à une ancienne autorité du gouvernement Nkurunziza qui pourrait être l'un des principaux présumés auteurs dans ce détournement. On s'étonne que le président de la République a primé un ministre qui a fait un don d'une infrastructure à l'État du Burundi, et nous constatons que la première chose qui devait être faite était de se demander comment, avec le salaire d'un ministre, avait pu obtenir des fonds pour construire une telle infrastructure qu'il a concédé à l'État. Nous pensons que le fait qu'il ne s'est pas posé cette question, c'est une preuve de complicité, c'est une preuve que le chef de l'État lui-même a été impliqué de manière directe ou indirecte dans la corruption à propos de ce détournement. Bref, nous constatons que tous ces pouvoirs ne sont pas indépendants et que ce sont les voleurs de l'État qui guident toutes les actions, y compris les actions des organes de contrôle, en particulier ceux du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. C'est une situation grave où toutes les institutions de la République sont guidées par ceux qui détournent les fonds publics au détriment des intérêts de la population burundaise qui n'a plus de secours, qui n'a plus de protection, et nous constatons malheureusement que les choses ne sont pas prêtes à changer aussi longtemps que le président Ndayishimiye ainsi que son parti sont impliqués dans la grande corruption et qu'ils ont tout fait pour que le pouvoir judiciaire soit ligoté. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit braver l'interdit. Propos de Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Dire que les Burundais n'ont pas faim car ils ne sont pas encore réduits au stade de manger les escargots. Le président Evariste Ndayishimiye a blessé sciemment son peuple car il sait très bien que le Burundi est pauvre. Suivez Marie-Louise Balichako. À mon avis, les deux questions, elles sont séparées. La question de pauvreté, elle est réelle. Il y a la pauvreté au Burundi et c'est connu et c'est reconnu par tout le monde, y compris le chef d'État lui-même. Est-ce que la pauvreté vient du fait que les Burundais ne mangent pas ceci ou cela?
Je pense que l'enrichissement ou la richesse ne vient pas de ce que nous mangeons, mais de ce que nous produisons et que nous rapporte. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Alors, la question de manger les vers de terre ou les crapauds ou d'autres choses comme ça, c'est une question de culture. Notre pays a sa propre culture, notre pays a sa propre identité. Il y a des choses que nous ne mangeons pas, il y a des choses que nous mangeons. D'autres peuples ont des choses qu'ils mangent et que d'autres ne mangeront pas. Maintenant, c'est vrai que la population burundaise aujourd'hui, d'une manière générale, il y a la pauvreté, il y a la faim. Ils sont vraiment au désarroi, si je peux dire. Est-ce que ils ont faim parce qu'ils ne mangent pas les crapauds et les vers de terre et tous ces autres insectes? Je ne pense pas. La question de production agricole, production de l'élevage, c'est une question fondamentale pour l'économie, pour le développement de notre pays. Mais la manière de la porter à l'attention de la population, de faire en sorte que la population l'adopte et la porte, c'est ça la question que doivent gérer les dirigeants du pays. Mais ce n'est pas en se moquant d'eux. Ce n'est pas en riant d'eux que oui, vous n'avez pas encore eu faim, sinon vous auriez mangé ceci ou cela. Non, ça c'est un langage qui peut même blesser. Imaginez une maman ou un père qui n'a rien à donner à ses enfants, qui ne sait où donner de la tête parce qu'il n'a rien, il ne voit rien. Et quelqu'un qui est supposé s'occuper de lui, qui a la responsabilité de son bien-être, il est en train de dire vous n'avez pas encore eu faim. Je pense que ça peut blesser. Et même si le président Ndayishimiye semble minimiser l'ampleur des malheurs de son peuple, les habitants des provinces du centre du pays disent craindre une mauvaise récolte. La population, surtout celle agricole, évoque le retard de semis consécutif au manque total de fertilisants fournis, sans parler des aléas climatiques qui n'ont pas été favorables, aussi bien pour le haricot que pour les autres cultures vivrières. Le point avec Marie-Ange Ilakoudz. La population agricole, surtout celle du centre du pays, dit que les précipitations se sont arrêtées précocement cette année, c'est-à-dire la fin du mois d'avril, et ainsi le haricot semé tardivement ne va pas donner une bonne récolte. Certains parmi les agriculteurs expliquent qu'ils avaient attendu l'engrais de l'usine FOMI pour semer le haricot, l'engrais qui les a parvenus tardivement. Une situation qui se percute sur la production du haricot qui sera très faible cette année, ajoute-t-il. Il précise que même s'il advenait qu'il preuve maintenant, ça sera inutile du moment que le haricot encore jeune, déjà endommagé par manque d'eau, ne pourrait plus se rétablir. À eux donc de conclure que le haricot semé au bon temps donnera de bonnes récoltes. Selon les informations en provenance des cultivateurs, une autre culture dont la production ne sera pas bonne suite à l'arrêt précoce des précipitations est la patate douce. Les agriculteurs font savoir que c'était le moment de planter cette culture dans les marais, mais suite au manque de précipitations, les champs se sont déjà asséchés dans certains endroits. Ainsi donc, les agriculteurs devaient arroser les champs avant de planter les boutures de patates douces, une chose qui leur serait difficile pour gagner du temps. Ainsi donc, la récolte de la patate douce sera aussi mauvaise. Ces agriculteurs demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage que la distribution d'engrais soit faite à temps pour qu'ils puissent avoir une bonne récolte. Marie-Ange Ilakoudzi, en province Bubanza, on parle de la perturbation de certaines activités suite à la pénurie du carburant, en l'occurrence celui de type mazout. Entre autres activités qui en souffrent le plus figurent les travaux de construction des infrastructures publiques comme les routes, une situation qui affecte aussi le secteur de la communication. Les détails avec Eloge Kwizera. Les machines et les camions qui sont utilisés dans la construction des routes et pavés au chef-lieu de la province Bubanza totalisent une semaine étalée derrière le bureau provincial. Selon les employés qui sont dans ce projet, cette année des activités est consécutive à la pénurie du carburant de type mazout qui s'observe à Bubanza, car les stations-service de la place ne servent que de l'essence. Selon les mêmes informations, l'entrepreneur encaisse des pertes énormes, car par exemple, une seule machine est louée à une somme d'1 200 000 francs par jour.
La pénurie du carburant de type mazout qui se serve au chef-lieu de la province de Bubanza touche non seulement ceux qui sont dans la construction des infrastructures publiques, mais aussi perturbe le secteur de la communication dans cette province. Les abonnés de Ronamob ne communiquent plus correctement ces derniers jours. Pour cause, les groupes d'électrogènes qui font fonctionner les antennes utilisent le carburant de type mazout, un produit indisponible à Bubanza ces derniers temps. Merci à toi, Eloge Kwizir. Et puis le gouvernement tanzanien est appelé à respecter la Convention de Genève qu'il a lui-même ratifiée. C'est en substance l'appel lancé par l'association chrétienne pour l'abolition de la torture à CAC Burundi en sigle. C'était ce vendredi lors de la présentation d'une étude que cette association a faite sur les conditions de vie des réfugiés burundais dans la région, laquelle étude a démontré que le gouvernement tanzanien n'a cessé de malmener les réfugiés, les privant de leurs droits les plus élémentaires, d'où la CAT d'y prévoir porter plainte contre la Tanzanie auprès des juridictions compétentes. Suivez Maître Armel Nyongere, il est le président de la CAT Burundi. L'étude a été initiée pour essayer d'identifier les difficultés rencontrées par les réfugiés burundais qui sont dans des pays de la région de l'Afrique de l'Est, parce que vous savez qu'en 2015, beaucoup de Burundais ont fui le pays à cause de la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Maintenant, avec les informations que nous avons reçues et qui font partie de cette étude, il y a beaucoup de persécutions des réfugiés burundais qui sont particulièrement dans les pays de la Tanzanie et de la RDC. Ceux qui sont en Tanzanie et en République démocratique du Congo sont souvent persécutés, sont assassinés. Il y a des victimes de disparition forcée. Et c'est pour cela que nous avons voulu identifier tous ces défis et porter à la connaissance du public à ces pays qui ne respectent pas les conventions de protection des réfugiés. La CAT va se mettre ensemble, contacter les organisations de la région pour essayer de faire un plaidoyer fort au sein de ces pays, au sein de Genève, au siège du Haut Commissariat des réfugiés, pour essayer de demander à ce que les conventions que ces pays ont ratifiées soient respectées. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 13 mai 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.